Puisque nous sommes en ligne ce matin avec Nili Naouri. Nili, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. On va pas parler donc du Covid-19, on va parler politique, chose qu'on a un peu moins l'habitude de faire actuellement, mais là, c'est un cas un peu exceptionnel puisque les juges de la Haute Cour de justice, 11 juges de la Haute Cour de justice exactement, ont discuté hier et vont continuer aujourd'hui aussi à discuter concernant la possibilité ou non pour Benyamin Netanyahou de former le prochain gouvernement, d'être Premier ministre en fait. Nili, vous êtes avocat. Alors d'abord, expliquez-nous comment on est arrivé à cette situation. Bien, écoutez, vous connaissez l'adage Rak Israël, il y a des choses qui ne se passent qu'en Israël. Il n'y a aucune autre démocratie au monde où il y aurait pu y avoir une audience comme celle à laquelle nous avons assisté hier. 11 juges de la Cour suprême qui, ni plus ni moins, sont en train de juger de la nécessité de la démocratie israélienne. Car en effet, ils sont en train de décider si le peuple a réellement raison de donner sa voix à Benyamin Netanyahou et s'il peut former la coalition ou si c'est les juges qui doivent décider eux-mêmes de l'identité du futur Premier ministre. La loi est pourtant très claire. Il y a une loi fondamentale sur le gouvernement qui fixe d'abord dans l'article 17 qu'un Premier ministre a le droit de continuer de fonctionner, d'être à la tête du pays jusqu'à ce qu'il y ait un verdict final, c'est-à-dire après appel. Or, on sait que le procès qui a été intenté à Benyamin Netanyahou comporte plus de 300 témoins pour étoffer une affaire, un case qui n'en est pas un. Donc, ce procès pourrait durer 8 à 10 ans jusqu'à la fin de l'appel. On sait aussi que l'article 18 prévoit le cas d'un député qui ne serait pas Premier ministre, mais d'un député qui devrait former une coalition et qui serait aussi accusé au pénal. Donc, ces cas ont déjà été traités par le législateur. Netanyahou n'a donc aucune raison d'être inquiété et pourtant, il y a 11 juges qui essayent de vérifier par quels moyens il pourrait le disqualifier de la course. Alors, comment cette plainte est arrivée au tribunal, à la Haute Cour de justice, avec ce panel de 11 juges? Pourquoi elle n'a pas été repoussée? Puisque, comme vous venez de l'expliquer, il existe déjà des lois c'est pas une constitution, mais des lois de la jurisprudence israélienne qui évitent justement, qui permettent d'éviter justement, qui permettent plus exactement de donner la possibilité à une personne qui est inculpée, une personne qui est mise en accusation de former un gouvernement. Alors, de quelle manière cette plainte est arrivée devant la Haute Cour de justice? Eh bien, parce que, comme vous le savez, nous avons eu un ancien président de la Haute Cour, de la Cour suprême, Aaron Barak, qui a décidé tout d'un coup de faire une révolution, et ça dure déjà depuis une quinzaine d'années, de faire une révolution au sein du système juridique et de promouvoir un activisme juridique, c'est-à-dire de prendre la place de la Knesset, de prendre la place du peuple, de décider à la place du peuple. Ils se sont autoproclamés élite du peuple et pensent tout savoir et être tout puissants. Et donc, il y a une volonté de la part du Bagat, donc de la Cour suprême, de s'ingérer dans toutes les affaires du pays, ainsi que l'a dit l'avocat de Netanyahou hier. Le pays, vous avez proclamé, il a dit au juge que vous avez proclamé que le pays entier était justice, c'est-à-dire que tout était affaire à être jugé, et c'est exactement ce que fait la Cour suprême. Et donc, ils essayent de créer une sorte de brouillard au niveau du statut de Netanyahou en disant qu'il n'est qu'un Premier ministre dans un gouvernement de transition, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, celui qui prend toutes les décisions est celui qui les prend depuis même 1 an et demi, alors qu'il n'y a pas encore de véritable gouvernement
suite à donc des élections claires et nettes, mais celui qui prend toutes les décisions concernant la pandémie, concernant les problèmes de sécurité, c'est Netanyahou, et il le fait de main de maître. Donc Netanyahou est véritablement le Premier ministre. Or, il y a un argument qui prétendrait que il n'est pas un Premier ministre. L'avocat d'ailleurs de l'association qui a déposé la plainte auprès de la Cour suprême l'a traité de créature juridique, et il s'est fait d'ailleurs refouler par les juges. Netanyahou n'est pas une créature, il est le Premier ministre de l'État d'Israël, et donc ils essayent par différents moyens de trouver des lacunes à la loi ou de dire que la loi n'est pas claire. Or, on ne peut plus clair que ça. Mais justement, ils ont quand même du mal à trouver des arguments contre cette loi. Et on a vu hier aussi que la présidente de la Haute Cour de justice l'a demandé, mais quels sont vos arguments, comment vous pouvez expliquer votre plainte? On a vu que les personnes, les groupes qui se plaignaient, ces associations de droits de l'homme, avaient du mal à trouver des arguments. Oui, je pense que ça serait vraiment trop gros si ces juges décidaient qu'effectivement Netanyahou n'avait pas la capacité de former la coalition. Je pense que l'audience d'aujourd'hui, par contre, qui va traiter des accords de coalition, et cette audience n'est pas moins grave, cela constitue une ingérence dans les affaires politiques du pays. L'audience d'aujourd'hui qui va traiter donc des accords de coalition entre le Likoud et Bleu-Blanc, et qui modifie en fait des lois fondamentales. Sur ce sujet-là, les juges vont être beaucoup plus libres de réaliser leur activisme juridique et de disqualifier, d'éliminer certaines clauses. Sur la question de savoir si Netanyahou a le droit de former la coalition, je pense qu'effectivement, les juges ne pourront pas statuer autrement que par la positive. Alors justement, cette deuxième journée aujourd'hui des débats, comme vous l'avez dit, va concerner cet accord entre Kahol Lavan et le Likoud. Et là, on risque, comme vous l'avez dit, de voir peut-être une position un peu différente de la Haute Cour de justice, et peut-être une ingérence justement dans ce processus de décision qui est réservé plutôt aux députés et à la Knesset. Dans ce cas-là, quelles seraient les conséquences de cette ingérence si la Haute Cour de justice décidait ou décrétait que ces accords ne sont pas valables? Eh bien, tout simplement, nous irions aux 4e élections. Vous savez à quel point les négociations entre le bloc de droite, qui représente 59 députés, face au au parti de Gantz, qui représente 16 ou 17 députés, ces négociations ont été très ardues. Netanyahou a été plus que généreux en proposant la parité au niveau ministériel, alors qu'il n'y a aucune commune mesure entre le nombre de députés du bloc de droite et le nombre de députés de Gantz. Il lui a proposé donc la rotation. Gantz devrait devenir notre Premier ministre dans 1 an et demi. Donc ces accords ont été le fruit de négociations qui ont donc donné lieu à des modifications des lois fondamentales. Mais il y a énormément de clauses et chaque point a été un sujet de tension. Et donc, il a bien été stipulé dans ces accords que s'il y avait une modification qui serait faite par la Cour suprême, alors automatiquement, ces accords seraient nuls et non avenus et nous irions aux 4e élections. Alors, une question qui est un peu plus générale, qui concerne justement l'ingérence de la Haute Cour de justice, l'importance de la Haute Cour de justice en Israël. Binyamin Netanyahou est au pouvoir depuis déjà plus de 10 ans. Les ministères de la justice étaient en général soit dans les partis comme le parti de Ayelet Shaked ou aujourd'hui le parti du Likoud. Et on voit que malgré tout ça, on n'arrive pas à faire un changement au sein de la Haute Cour de justice. Comment peut s'effectuer ce changement? Il y a 2 points principaux qui sont cardinaux pour changer la donne. Malheureusement, Netanyahou, en politicien avisé, n'a pas pu réaliser ces changements
tant qu'il n'était pas sûr d'avoir au minimum 61 doigts sur lesquels il pouvait compter de manière sûre. Nous savons que, par exemple, lors de la dernière cadence, Carlon s'est opposé formellement à la modification des relations, du pouvoir juridique. Or, il y a 2 points de mission qui sont à réaliser. La première, c'est de modifier la constitution de la commission qui nomme les juges, vu que cette commission est composée de manière majoritaire par des juges eux-mêmes déjà de la Cour suprême. Or, donc, il s'agit d'un système de cooptage. Cela fait des années que ces juges qui sont de tendance d'extrême gauche se cooptent et adoptent des personnes qui ont exactement les mêmes vues qu'elles, et donc ils ne représentent en rien le peuple d'Israël, mais qu'une fange minoritaire et extrémiste. Et donc il faut absolument changer cette commission. La deuxième chose qu'il faut, c'est ce dont on parle en ce moment, c'est la fameuse Piskat Idgabrut, c'est-à-dire que c'est un article de loi qui devrait être légiféré et qui permettrait, au cas où le tribunal, la Haute Cour suprême, annulerait ou modifierait une loi qui aurait été légiférée par la Knesset, que cette loi revienne à la Knesset et que si elle est de nouveau passée au vote avec une certaine majorité, alors cette loi serait confirmée malgré la décision du Bagat. Il faut dire que la gauche elle-même avait soulevé cette possibilité, bien entendu, quand le Bagat était contre les lois que la gauche passait. Et donc, la différence entre la gauche et la droite au niveau de cette nouvelle loi qu'il faudrait légiférer est sur le nombre de députés nécessaires pour confirmer une loi de la Knesset qui aurait été invalidée par la Haute Cour suprême. La gauche voudrait que ce soit un maximum de députés, comme 75 par exemple, alors que la droite voudrait se suffire de 61 députés. Mais ce sont donc 2 points, la modification de la commission de nomination des juges et cette fameuse loi qui donnerait le fin mot à la Knesset, donc qui donnerait véritablement toute son essence, toute son importance à la véritable démocratie, qui sont primordiaux. Ces juges ne sont pas élus, ils ne représentent pas le peuple. Il n'y a aucune raison, dans une démocratie qui se respecte, qu'ils aient le dernier mot. Oui, mais c'est quand même la Haute Cour de justice, c'est un élément important de la démocratie aussi israélienne. On ne peut pas, sans cette Haute Cour de justice, avoir une démocratie aussi normale. Donc, il faut quand même garder l'importance. Comment on fait l'équilibre entre les deux ? Il y a, d'abord, en tant que Français, nous avons lu Montesquieu et la séparation des pouvoirs. Il doit y avoir un système de check and balances entre les différents pouvoirs. C'est ce qu'il y avait avant que Barak ne commence à déclarer que tout était sujet à être jugé. Je vais vous donner un simple exemple. En 1951, je crois, le fils de Jabotinsky, qui était député, avait assigné Chaim Weizmann auprès de la Haute Cour suprême contre l'idée de Weizmann de disloquer, de disperser la Knesset. Et le tribunal, la Haute Cour suprême, avait répondu que c'était une question qui était relative à la Knesset, au président de l'État et au président de la Knesset, et donc que c'était en dehors du domaine de la capacité du pouvoir du système juridique et du tribunal. Donc, il y a des choses qui doivent être en dehors du domaine qui est sujet à être jugé. Aujourd'hui, on voit que la Haute Cour suprême s'ingère dans des questions politiques, interdit par exemple de détruire des maisons de terroristes. Il y a peu, ils ont décidé que les hôpitaux n'avaient pas le droit d'interdire de faire entrer du Hametz dans les hôpitaux à Pessah. Il s'agit d'une véritable 5e colonne qui essaye de limiter, de détruire tout caractère juif à cet État. C'est leur mission et le peuple ne laissera pas faire. Nili Naouri, merci beaucoup pour ces explications. Bonne journée à vous. Bonne journée. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita.